C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. La carotte a révélé que cette zone de l'Antarctique Ouest était autrefois un océan ouvert. Autrement dit, la calotte glaciaire s'était déjà effondrée. Et si elle cède à nouveau, la montée des eaux pourrait transformer les villes côtières en aquariums et redessiner la carte du monde. Pour en savoir plus, une équipe de recherche internationale a installé un camp sur un site appelé Crary Ice Rise. C'est comme un gigantesque radeau gelé accroché à l'Antarctique, coincé sur des bosses rocheuses au fond de l'océan. Ces bosses agissent comme un frein, retenant la glace continentale. Mais l'eau plus chaude de l'océan commence à faire fondre le radeau par en dessous. Si la glace s'amincit et se décolle de ces rochers, le frein disparaît et la glace continentale file droit dans l'océan. C'est pour ça que les scientifiques ont décidé de forer ici. Forer un trou droit à travers 500 mètres de glace, ça semble impossible. On ne peut pas le faire avec une foreuse classique. L'équipe a donc utilisé une foreuse à eau chaude sur mesure. C'est en gros un nettoyeur haute pression surchauffé. Il projette de l'eau quasi bouillante vers le bas pour creuser un tunnel vertical d'environ 30 cm de large. Le problème, c'est que la glace essaie de refermer le trou. Le continent lui-même dit « Non !» Si l'eau chaude s'arrête ne serait-ce qu'un instant, le tunnel commence à regeler et le trou se referme. Et comme ils étaient au milieu d'un désert glacé, il a fallu installer un petit campement de tentes avec sa propre alimentation électrique. La station la plus proche est à environ 700 km, donc la moindre panne sérieuse pouvait compromettre tout le projet. Pour comparaison, la station spatiale est à environ 400 km au-dessus de la Terre. Donc cette expédition a dû être planifiée presque comme une mission spatiale. Certes, l'ISS reste plus difficile d'accès, mais vous voyez l'idée. Si le camp perdait le courant, les chercheurs devaient réparer en 1 ou 2 jours, sinon le trou pouvait geler complètement. Vous savez peut-être déjà que la glace peut piéger des microbes anciens et des particules de l'air. La neige tombe, gèle et s'empile en couches. Chaque couche piège tout ce qui flottait dans l'air à ce moment-là. De la poussière, des gaz, même de minuscules organismes. C'est comme ça que les scientifiques lisent le passé. Ces couches empilées, on les appelle des carottes de glace. Mais les chercheurs ne s'intéressaient pas à la glace. Ce qu'ils ont récupéré, c'est une carotte de sédiments. Au lieu de neige gelée, c'est un long tube de boue et de roches forées dans le fond marin sous la glace. Voyez ça comme ça, les carottes de glace enregistrent ce qu'il y avait dans l'air. Les carottes de sédiments enregistrent ce qui se passait dans l'océan. Tout ce qui flotte dans l'eau finit par couler. Quand un plafond massif de glace épaisse recouvre entièrement l'océan, l'eau en dessous plonge dans le noir total. Sans lumière du soleil, aucune plante ne pousse. La seule chose qui tombe au fond, c'est de la roche broyée, arrachée au sol par la glace en mouvement au-dessus. Quand le climat se réchauffe, la glace recule et le soleil ramène la vie. Le fond marin recommence à accumuler une couche d'eau libre. Avec le temps, un schéma se répète. De la roche granuleuse sous la glace, de la boue claire pleine de coquilles sang. C'est comme si la Terre créait un code barre à l'intention des scientifiques. Quand l'équipe de forage a enfin ouvert son énorme tube de boue, il était rempli de fossiles marins, les restes physiques d'anciens micro-organismes océaniques. Et ces organismes ont absolument besoin de lumière pour survivre. Toute leur chaîne alimentaire repose sur de grandes proliférations d'algues à la surface de l'océan. Donc, les trouver là est une preuve solide que dans des conditions plus chaudes, la glace avait complètement disparu. Cette disparition totale, c'est ce qui est inquiétant dans le comportement de l'Antarctique Ouest. La glace ne fond pas simplement centimètre par centimètre de façon lente et prévisible. Elle a un point de basculement intégré. Ces fossiles des grands fonds suggèrent qu'une fois l'océan assez chaud pour soulever la glace et relâcher ce frein rocheux, tout le radeau gelé peut subir une défaillance totale. Il peut tout simplement disparaître, et c'est ce type d'effondrement qui inquiète les scientifiques. Les chercheurs appellent ce comportement irréversible l'hystérésis. Voici Billy. Il est assis sur une luge en haut d'une colline enneigée. La luge est orientée vers le bas, mais Billy ne bouge pas encore parce que la neige le retient. Puis, quelqu'un donne une petite poussée à la luge.
Au début, c'est juste un lent glissement. Mais une fois que le patin commence à glisser, la gravité prend le dessus et la luge accélère toute seule. Le point clé, c'est que même si la personne qui a poussé Billy le regrette aussitôt, la luge ne s'arrêtera pas. Les grandes calottes glaciaires fonctionnent de la même manière. Poussez la planète au-delà d'un certain seuil et le recul peut continuer seul. Même si les températures baissent à nouveau des siècles plus tard, la fonte ne freine pas automatiquement. Alors, les scientifiques essaient de déterminer à quel point il faut que ça se réchauffe pour que l'Antarctique Ouest entre dans ce mode irréversible. Une estimation situe le seuil de danger à environ 2 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne mondiale du milieu du 19e siècle. Ils ne peuvent toujours pas affirmer que c'est le point de basculement exact, ni donner un compte à rebours précis. C'est ce que cette carotte doit aider à confirmer. Mais la glace n'est pas seulement attaquée de l'extérieur par une eau plus chaude. Certaines parties de l'Antarctique reçoivent aussi de la chaleur par en dessous. Près de la barrière de Ross se trouve l'île de Ross, et dessus, un volcan actif. Il s'appelle le mont Erebus. Il culmine à environ 3800 mètres, et c'est le volcan actif le plus au sud de la planète. Mais le plus fascinant, c'est qu'à l'intérieur de son cratère sommital se trouve un lac de lave permanent. Une véritable mare incandescente de roches en fusion qui bouillonne depuis des décennies. C'est loin d'être courant. Seule une poignée de volcans sur Terre maintiennent des lacs de lave durables. L'Erebus y parvient alors qu'il est entouré par l'un des environnements les plus froids de la planète. L'Antarctique peut être d'un froid brutal en surface, mais le mont Erebus est alimenté par la chaleur des profondeurs de la Terre. Cette chaleur se moque que l'air au-dessus soit à moins 40 degrés. Le magma remonte parce qu'il est chaud et léger. Pendant que du magma frais continue d'alimenter le cratère et que le gaz s'échappe, le lac de lave peut rester en fusion. L'Erebus crée aussi quelque chose qu'on voit rarement ailleurs, des tours de glace construites par un volcan. Des gaz chauds s'échappent par des fissures, frappent l'air glacial et se solidifient instantanément en haute cheminée de glace creuse. Certaines grottes à l'intérieur de ces tours sont étonnamment chaudes par rapport à l'air extérieur, créant d'étranges petites poches où une vie microbienne peut survivre dans l'obscurité. Autre fait fascinant dans cette région, des kilomètres de lacs sous-glaciaires. Certains font la taille de petites villes. La pression les maintient liquides et la chaleur d'en bas les empêche de geler. Beaucoup sont reliés par des canaux cachés, se remplissant et se vidant comme un réseau de plomberie souterrain. Les satellites peuvent même détecter la glace au-dessus, qui monte et descend au gré des mouvements de l'eau. L'Erebus compte parce qu'il prouve que l'Antarctique Ouest peut recevoir de la chaleur par en dessous. Cette chaleur peut faire fondre la glace à la base et créer de l'eau en dessous. Ces lacs enfouis sont importants parce que cette eau agit comme un lubrifiant. Moins de friction signifie que la glace peut glisser plus vite. Et quand les lacs se remplissent et se vident, cette couche glissante peut se déplacer brusquement. Quand l'adhérence et le support s'affaiblissent en même temps, la luge n'a pas besoin de grand-chose pour partir. Il n'y a pas d'horloge de l'apocalypse au mur qui égrène un compte à rebours vers une fin du monde spectaculaire. Même si l'Antarctique Ouest commence à glisser dans l'océan, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Les côtes reculeraient centimètre par centimètre, une tempête à la fois, avec des décennies entre chaque. Les villes ne disparaîtraient pas sous une seule vague. Il faudrait beaucoup repenser et déplacer. Et dans des siècles, si des portions du littoral actuel se retrouvent sous l'eau, de futurs plongeurs pourraient nager entre les sommets des gratte-ciels, comme nous plongeons dans d'anciennes épaves.